Je précise bien ça. Ok. Allez, c'est bon, moi la position là, parce que je me rends pas compte. Je peux avancer un tout petit peu ou pas? Bonjour Patrick, Bonjour, bonjour Romain. bienvenue dans cette nouvelle librairie. Bonjour à tous. Alors Patrick, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un ouvrage qui sort très bientôt, qui sort en octobre 2020. Mais avant tout, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es à la PM depuis 7 ans, Oui. tu as fait une soixantaine de rencontres, tu es écrivain, essayiste, tu es spécialisé en sciences des religions et systèmes de pensée. Tu es également le directeur de l'Institut des sciences de la diversité. Et du coup, tu traites du pluralisme culturel, du management interculturel et de tous les sujets qui sont liés à ça, donc la laïcité, la mixité, l'égalité, entre les cultures, mais aussi entre les individus, hommes et femmes notamment. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cette librairie et tu vas donc nous parler de ton futur ouvrage qui s'appelle Le retour des ultra-religieux, avec un sous-titre un petit peu plus précis qui est La guerre de la pudeur a-t-elle commencé? Je dirais que la guerre de la pudeur, oui, elle a commencé. Hein. Elle a commencé depuis une trentaine d'années, à peu près. Parce qu'on voit doucement le droit des femmes reculer, contrairement à ce qu'on pense, hein, parce qu'il y a des avancées dans certains domaines, mais en réalité, dans tout ce qui est un peu anthropologique, tout ce qui est le fondement de la différence féminin-masculin au niveau social, eh bien c'est en train vraiment de glisser vers un système puritain. Hein, et on est en train d'arriver à un système puritain. Par exemple, le monokini Oui. qu'on connaissait dans les années 70, 80, etc. Bon, 55% des femmes à peu près pratiquaient le monokini, c'est-à-dire étaient libres de leur corps, égalité homme-femme, donc l'homme comme la femme ne porte pas de haut. Eh bien, ces 55% sont devenus 19% aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que 19% de femmes qui se sentent assez libres maintenant pour faire du monokini sur les plages. Voilà, donc c'est un recul, ça c'est évident, d'autant que la grande majorité des femmes qui renoncent disent qu'elles le font par crainte d'être critiquées, par crainte de provoquer. Elles ne sont plus dans cet aspect d'égalité apaisé hein, qu'on construit. Parce qu'en réalité, le statut féminin, c'est la ligne de frontière entre des systèmes de pensée totalitaires et des systèmes démocratiques et laïques. En pensant au titre de ton ouvrage, donc, Le retour des ultra-religieux et la guerre de la pudeur a-t-elle commencé? Est-ce que ce recul de l'émancipation de la femme est dû aux religions et à l'importance qu'elles prennent dans la société, ou est-ce que c'est dû à un recul tout simple de la société? C'est un ensemble de choses, vraiment un ensemble de choses. Ce n'est pas les religions le problème. Mhm. C'est pour ça que je parle plutôt de ultra-religieux, parce que les D'ailleurs, ultra je me permets de te couper. Est-ce que les ultra-religieux sont des extrémistes ou est-ce que c'est un degré différent? je dirais que ce sont des opposants à la Mhm. religion historique. D'accord. Donc on pense quelque part dans notre inconscient hein, que les ultra-religieux sont forcément ceux qui observent plus la religion, qui Ouais. sont extrêmes dans leur pratique, qui sont quelque part plus purs que ceux qui se sécularisent. Et Mhm. donc il y a une sorte d'aura qui est là autour des ultra-religieux, comme s'ils détenaient une forme de vérité. En réalité, les ultra-religieux sont les ennemis des religions qu'ils représentent. Ils veulent prendre le pouvoir politique sur les systèmes religieux, parce que les systèmes religieux, historiquement, c'est bon, compliqué à expliquer très rapidement, mais ce sont des avancées sociales. Ouais. Donc, au moment de leur émergence, les religions sont des avancées sociales sur la société. Ils cherchent à améliorer. Après, bien sûr, les interprétations font Donne des dérives. voilà, dérivent souvent, mais là, c'est pas le cas. Donc, les ultra-religieux, au contraire, sont déradicalisés, veulent imposer à la majorité leur vision. Et ce qui est très intéressant, c'est que les ultra-religieux, quelque part, quelle que soit leur religion, partagent tous les mêmes valeurs et tous les mêmes stratégies pour prendre le pouvoir. Et leur stratégie passe
nécessairement par une vision déséquilibrée entre le féminin et le masculin. Donc tout est lié et c'est un peu le dénominateur commun de. C'est ce qu'on disait en préparant ce moment, c'est de se dire que le rapport à la femme, la vision de la femme est un peu l'indicateur d'une société en bonne ou mauvaise santé, du coup. Ah oui, bah je dirais même que la ligne de front entre une société totalitaire et une démocratie laïque, c'est le statut féminin. Donc on ne se trompe pas, on se rend compte très bien que les régimes totalitaires, un peu partout, qu'ils soient religieux ou pas d'ailleurs, C'est ça hein, qu'on fait pas de. vont, c'est ça, ils vont tenter de réguler, de diminuer la liberté des femmes. Hein, dans la plupart de ces pays, l'IVG, par exemple, est rendu de plus en plus compliqué, ou est condamné, ou est même interdite. Voilà, dans d'autres, les femmes doivent être entièrement couvertes, sinon elles vont en prison, ou elles sont battues, etc. Voilà, donc on est vraiment sur une ligne de front. C'est pour ça que les ultra-religieux ne s'y trompent pas, ils savent que c'est la faiblesse des démocraties, et donc ils attaquent, les ultra-religieux attaquent les démocraties par le biais du statut féminin. Soyons au cœur de l'actualité. On a vu il y a une semaine à peu près une femme se faire refuser l'accès au musée d'Orsay, Oui. prétexte qu'elle avait une tenue indécente, pour le coup. Euh, le musée d'Orsay est un lieu culturel français, parisien. Comment tu expliques, quand on écoute ce que tu dis juste avant sur un régime totalitaire, le rapport à la femme, comment tu expliques qu'aujourd'hui, en 2020 à Paris, on puisse vivre ce genre de situation alors qu'on peut associer régime totalitaire, impact religieux, ultra-religieux. Là, pour le coup, on est dans un lieu culturel, à aucune connotation religieuse. Comment tu peux nous expliquer ce refus, ce non-accès à la culture sous prétexte qu'elle était dans une tenue dite indécente? En plus, on laissera juger les gens de sa tenue. Mais Oui, oui. comment tu peux nous expliquer ça? C'est autant inquiétant, cette attitude-là, c'est que l'agent de sécurité est une agente de sécurité. C'est-à-dire, c'est une femme qui a interdit à une autre femme qui avait un décolleté trop profond, à ses yeux, d'entrer dans le musée. Elle ne donnait pas l'accès au musée. Elle considérait que c'était indécent. Mais l'indécence est une vision de la société, c'est-à-dire l'indécence dépend de la société dans laquelle on vit. Dans laquelle on est. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, ce décolleté n'était pas indécent, c'est-à-dire il n'était pas en rupture avec les valeurs, entre guillemets, morales de la société. D'autant que dans le musée d'Orsay est exposé le fameux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Donc, c'est assez intéressant d'interdire le décolleté et d'avoir l'origine du monde à l'intérieur. Donc, c'était ridicule, cette femme est ignorante, mais c'est son éducation. Le problème, il est là, c'est-à-dire que les personnes sont enfermées dans un système culturel et qu'elles le prennent pour argent comptant. C'est leur éducation. Et vous savez, en réalité, depuis 15 000 ans, 20 000 ans, c'est le patriarcat qui règne sur le monde. Mm-hmm. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu, en réalité, contrairement à ce qu'on dit, de réel matriarcat, à part dans des petites tribus, etc., vraiment identifiées. On vit dans un système patriarcal où l'extérieur, la visibilité est réservée au masculin. Et le féminin est enfermé dans une forme d'invisibilité. Et donc doit être caché. On dit c'est bien dans tous ces textes, y compris par Hérodote, hein, le géographe d'il y a 25 siècles, 26 siècles, on couvre les femmes, on ne couvre pas les hommes. Hein, à part chez les Touaregs, les hommes ne portent pas de voile. Donc il y a cette opposition entre ce qui est à l'extérieur et qui est visible et qui va se transformer en l'économie marchande, l'action, etc., une vie sociale, et puis la vie sociale à l'intérieur
l'invisibilité qui va être réservée à la femme. Donc, on comprend bien que le rapport à la femme est véritablement, comme je disais précédemment, l'indicateur d'une bonne santé ou non morale, même si je pousse un peu à l'extrême, le rapport juste à la femme. Pour recentrer peut-être un petit peu vers nos dirigeants qui nous écoutent, quel est on voit les mouvements féministes qui se multiplient, qui prônent l'égalité salariale, l'égalité professionnelle et responsable. On a toujours connu des différences dans les entreprises. Peux-tu nous donner un peu plus d'infos, enfin une lecture un peu sur l'évolution de la femme dans l'entreprise? Et est-ce que ça devient aussi un enjeu? Est-ce qu'on est encore très en retard? Est-ce on a encore des choses à améliorer? Ou est-ce que ça va plutôt bien par rapport à d'autres périodes où on a pu connaître? Alors franchement, je ne veux pas décourager qui que ce soit, mais au rythme où nous allons, au niveau mondial, hein, Oui, pas la France qui est une exception quand même culturelle, au niveau mondial, au rythme où nous allons de progrès, de rapport féminin-masculin, l'égalité, disons, professionnelle, femmes-hommes, c'est dans 257 ans. d'accord. Voilà. C'est-à-dire que non seulement c'est très loin, en réalité, mais en plus, ça recule. Donc, on peut dire qu'on est en retard. Ah, C'est même pas un rythme normal qu'on pourrait analyser. On est vraiment en retard sur ce point-là. ah ben, au niveau du monde, hein, au niveau Oui, mondial, au niveau oui, oui. global. On est Alors, peut-être moins en retard que d'autres, mais on est tous en retard. tout le monde est en retard. Ouais. Tout le monde, et tout le monde recule. La chose est assez amusante. À l'époque de la cueillette Mm. et de la chasse, hein, donc disons il y a 30, 40, 50 000 ans, euh, euh, 70% de l'alimentation, de la nourriture qui était consommée était collectée par des femmes. Les 2 tiers donc, et 1 tiers par les hommes. Aujourd'hui, plus des 2 tiers du travail non rémunéré dans le monde est accompli par les femmes et 30% par les hommes. Mm. C'est-à-dire, on n'a pas changé d'équilibre entre les deux activités. Il y a ce dont je parlais tout à l'heure, les tâches à l'extérieur et les tâches à l'intérieur. Voilà. Et ben, ça ne bouge pas. Et on se retrouve après avec ce qu'on appelle le travail non rémunéré, mais qui est le travail aussi domestique, qui est donc un second métier pour les femmes, puisque c'est plus de 80% de ce travail-là est accompli par les femmes et pas par les hommes. Donc on a ça, et ça c'est la base de l'inégalité, c'est la clé de l'inégalité entre professionnels, hein, de revenus aussi entre féminin et masculin. À partir du moment où elles vont choisir, pour la grande majorité, du temps partiel, elles entrent dans un cycle, les femmes sont enfermées dans ce que j'appelle un système de dons. Elles sont assignées à un système de dons. C'est-à-dire qu'elles ont une activité qui est comme un second métier, mais qui n'est pas rémunérateur et qui ne participe pas à leur indépendance économique. Voilà. Et ça, c'est une réalité qui, pour l'instant, sauf si on va en Finlande et encore, c'est très isolé, hein, où on se rééquilibre. Pas du tout. On n'est pas dans cette direction-là encore. Hein. Mais la France vraiment est active. Il y a des décrets, il y a des lois, il y a plein de choses, mais le reste du monde ne bouge pas comme ça. Il faut se rendre compte de ça. On pense souvent que les États-Unis, par exemple, sont en avance au niveau du féminisme, mais ce n'est pas vrai. C'est 1 tiers ils représentent 1 tiers du nombre de femmes qui sont à la tête d'entreprises importantes en France. Ouais. C'est-à-dire, en gros, il y a 3 fois plus de femmes à la tête d'entreprises en France qu'aux États-Unis ou qu'en Allemagne. On a l'impression comme ça que ces pays sont très en avance. Ben, à ce niveau-là, non, il n'y a pas cet équilibre. Bien sûr, parce que les États-Unis, il faut sortir de New York. Oui. Et quand on sort de New York, le patriarcat, il est là. Et le Bible Belt, ce qu'on appelle le Bible Belt, c'est-à-dire le sud de tradition religieuse, est très présent. Et là, on est dans le patriarcat, la virginité, la condamnation de l'homosexualité, etc. Réponse, mais on entend par-ci, par-là que donc, le féminisme devient un mouvement de plus en plus extrémiste.
Je t'engage peut-être en te posant cette question, mais est-ce que tu penses que ces nouveaux mouvements ultra présents, notamment sur les réseaux sociaux, qui font des actions un petit peu directes, sont utiles à l'image de la femme actuelle dans la société, ou au contraire la dessert un petit peu? D'abord, ce qu'il faut vraiment mesurer, vraiment savoir, c'est que le féminisme est un humanisme. C'est-à-dire qu'au départ, le féminisme est simplement une harmonisation, un projet de société, une harmonisation des rapports féminins-masculins, donc pas une guerre entre hommes et femmes, et c'est une harmonisation de la société qui a un impact en réalité sur toutes les différences. Hein, j'ai fait une étude il y a quelque temps sur environ 12 000 PME, sur la diversité, les discriminations, etc. Et puis, on s'est rendu compte, c'est ce qu'on cherchait d'ailleurs, mais quand on a fait nos calculs, on s'est rendu compte que les PME où il y avait une répartition équitable femmes-hommes dans les instances dirigeantes, eh bien, c'était ces PME-là qui avaient le moins de signalements de discrimination dans les autres catégories, c'est-à-dire l'homosexualité, l'homophobie, le racisme, etc., le handicap. Et voilà. Donc ça veut dire que l'équilibre féminin-masculin, l'harmonisation, a un impact direct sur le rapport à l'autre dans toutes les autres différences. Donc c'est un humanisme, le féminisme, c'est pas une guerre. Et c'est vrai qu'il y a une radicalisation dans le féminisme, mais une radicalisation dans la lutte contre les discriminations, il y a une radicalisation générale de la société. Ça, c'est la réalité. C'est là que s'engouffrent les ultra-religieux. Hein, parce que dès qu'on radicalise, ça veut dire on détient la vérité exclusive et qu'on est prêt à l'imposer à autrui, y compris par la violence. Ouais. Hein, voilà, donc, et on est là. Alors, que ce soit du féminisme, que ce soit de la lutte contre les discriminations, que ce soit du mémoriel sur l'esclavage, etc., eh bien, tout se radicalise. Il ne faut pas oublier, et je dirais, quand on se radicalise, on est dans le puritanisme. Le puritanisme est une radicalisation. C'est une radicalisation politique, elle n'est pas religieuse. Le puritanisme, il y a une partie religieuse, mais en réalité, c'est une démarche politique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça remplace le rapport entre le juste et l'injuste, c'est remplacé par le pur et l'impur. Ouais. Donc, ça veut dire que les personnes sont catégorisées et elles sont condamnées dès qu'elles sont accusées. Donc, il n'y a pas de justice, il y a du pur et de l'impur. Et qui dit pur et impur dit régime totalitaire. Donc, en fin de compte, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Moi, j'ai travaillé là-dessus beaucoup, c'était comprendre pourquoi ça se déclenche. Est-ce que c'est pas un grand complot, hein? C'est pas un immense complot qui déciderait ça. Ce qui se passe, c'est que les circonstances du monde changent. Ouais. Et ça voulait dire que notre identité, notre rapport à l'autre, l'organisation de nos sociétés, est patriarcale, ça c'est évident, mais avait au cœur la centralité d'un territoire. Et donc, cette centralité du territoire contribuait à définir l'identité des personnes, de mon identité. On se référait au territoire comme garantie, je dirais, de son identité, y compris pour les religions ou les mythologies qui naissent de la géographie. Elles se construisent à partir d'une géographie. Donc une culture est inscrite dans une géographie. Bon, à partir du moment où nous sommes dans une mondialisation et qu'il y a des sociétés pluriculturelles, donc qui ont des histoires différentes, mais qui vivent sur un même territoire, se pose la question de l'identité. Comment on les accorde, comment on... Et bien sûr, et quelle est mon identité? Voilà. Et ceux qui vont être le plus fragiles vont exiger une visibilité plus grande pour exprimer leur identité. Voilà. Et on est dans cette logique-là. Donc, ce n'est pas du tout, à mes yeux, une religion, par exemple, qui voudrait prendre le pouvoir. Ce n'est pas du tout ça. Je ne crois pas qu'il y ait un complot. Je crois vraiment que les circonstances des sociétés changent et elles ne changent pas qu'économiquement. Donc, elles remettent en question le fondement de notre propre identité, à chacun. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement cette mondialisation, ces mouvements, on est d'accord,
toi qui interviens dans le réseau, qui interviens auprès d'entreprises, toute cette énergie négative, enfin tous ces mouvements, tous ces comportements qu'on retrouve dans la société au global, est-ce que ça se retrouve aussi au sein même de l'entreprise? Est-ce que la société ou l'entreprise, peu importe l'ordre, est le reflet de l'autre? Mon expérience à l'APM, ça se passe vraiment très bien. J'ai très peu eu de conflits avec, avec des membres des clubs, etc., même très rarement. Donc, je dirais même que sur 70-80 interventions, j'ai eu deux cas, un à Marseille et un à Nantes, je ne dis pas qui, deux cas où les personnes avaient une position très radicale. Et donc, c'était très difficile, avaient déjà une opinion sur tout, étaient déjà convaincus de tout, etc. Un, c'était sur les religions, bien sûr, avec des visions, et puis d'autres sur le droit des femmes. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est la résistance sur le droit des femmes. Parce que sur les religions, chacun a un avis, chacun a une histoire, donc chacun a une sensibilité, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des divergences d'opinion. Par contre, sur le droit des femmes, je ne vois pas comment on peut avoir une divergence d'opinion. Donc, et là j'étais surpris. Alors, mais c'est vrai que c'est un peu comme les algorithmes dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une information ou si vous interrogez Internet sur un sujet, l'algorithme qui est en place va me renvoyer sans arrêt des informations sur le même sujet. Sur le sujet sur lequel je me suis interrogé, va me revenir jusqu'à ne devenir qu'un seul sujet. C'est comme ça que la radicalisation se fait sur Internet. C'est-à-dire que on s'enferme entièrement, bien sûr, on s'enferme entièrement dans un monde qui me renvoie mes pires peurs. Bon, et c'est comme ça que la haine naît, que la radicalisation naît, etc. Et ça, pour essayer de... Parce que je pense qu'on ouvre un petit peu la réponse, c'était ce schéma-là de pensée, d'action, donc qu'on a dans la société et qui fait qu'on recule, et l'indicateur est notre rapport à la femme, à tout ça. Oui. Est-ce qu'on retrouve ça en entreprise, ou est-ce que l'entreprise est quand même un microcosme un petit peu différent du recul de la société? Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que le droit des femmes dans l'entreprise, l'égalité salariale, les responsabilités, même si on est en retard, évoluent quand même un petit peu. Comme tu l'as dit, il y a des décrets, il y a des lois qui sont prises. Et quand on voit la société à côté qui est en train de reculer, comme tu nous l'as dit, est-ce qu'on peut quand même encore se dire qu'il y a un espace entre la société et l'entreprise, ou est-ce qu'à terme, les deux vont se croiser et ce sera un effet miroir de fonctionnement? Les gros groupes font des efforts immenses. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'actions par les multinationales, etc. Parce que aussi, l'image de l'entreprise, voilà, c'est quelque part, c'est sa raison d'être. L'image de l'entreprise dépend de l'éthique de son comportement. Donc, voilà, ça, les grosses entreprises l'ont comprise. Est-ce que les petites entreprises, qui sont les plus nombreuses, qui sont les plus gros employeurs, est-ce que les PME, les TPE, etc., ont ce luxe-là, intellectuel, le temps, les moyens aussi, et les moyens, bien sûr, de savoir ce qu'il faut faire et comment le faire, etc. Est-ce que des décisions créent des résultats réels? C'est difficile. Voilà, moi, je n'ai pas l'impression que pour l'instant, je ne mesure pas vraiment un impact. Par exemple, il y a eu cette fameuse loi de Marie-Jo Zimmermann sur la parité des femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Donc, cette loi a été une avancée, c'est évident. Eh bien, le résultat, c'est que la France est numéro 1 pour le nombre de femmes dans les conseils d'administration des boîtes du CAC 40. Et donc, on a dépassé 42-43%. Est-ce que ça a eu un impact sur l'entreprise elle-même?
Est-ce que ça a eu un effet systémique sur les COMEX, sur les comités de direction, sur voilà, ben rien. Ouais. Là où c'était pas obligatoire, ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant, si on rend tout obligatoire, on va créer une résistance. De ceux qui ont l'impression de subir ces décisions. Bien sûr, on va créer une résistance. Voilà, et ça, c'est le risque. Maintenant, c'est important toujours de rappeler quand on parle de tout ça que la France, elle est quand même très en avance sur ces sujets, comme les pays d'Europe du Nord, comme l'Europe en général, hein, est plus ou moins en avance. Mais il faut aller au Pakistan, il faut aller en Inde. Voilà, c'est là où il y a le plus d'habitants. Il faut aller en Afrique subsaharienne. Voilà, il faut aller en Amérique du Sud. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a l'Amérique du Sud, au Brésil, encore récemment, les instances religieuses s'opposaient à ce qu'une petite fille, une jeune fille très jeune, puisse avorter après un viol. Donc on est sur des dimensions totalement différentes. D'ailleurs, j'invite à re-regarder le live que Sidonie avait animé, Sidonie Lacombe, sur justement l'égalité homme-femme dans l'entreprise, avec Corinne Hirsch notamment. C'est toujours intéressant de regarder ça avec quelques mois qui sont passés, voir si les choses évoluent même à toute petite échelle. Mais en France, elles évoluent puisqu'on avance sur des choses. Mais il faut quand même se rappeler que l'égalité salariale, 1919, Organisation internationale du travail, on a inscrit dans la charte l'égalité salariale femmes-hommes. Il y a un siècle. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut mesurer. En 72, on a eu la loi sur un travail égal, salaire égal. C'est pas le cas. Ouais. Oui, donc ça veut donc dire que c'est pas la volonté sur ce sujet-là qui a manqué, c'est que les circonstances empêchent. Il y a des résistances et les circonstances empêchent aussi ce genre d'action parce que de l'autre côté, il y a le déséquilibre du temps auquel les femmes ont accès pour pouvoir avoir une carrière. Je vais te poser une dernière question. Je vais réorienter plus librairie pour le coup. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, de nombreux essais. Tu écris pas mal d'articles aussi. En quoi tes différents travaux sont utiles à nos dirigeants pour alors soit préparer ta venue dans les clubs, soit compléter ce que tu leur apportes? En quoi tous ces travaux peuvent être utiles au rôle de dirigeant? Ces livres que j'écris des biographies, mais j'écris aussi des essais, une trentaine depuis, mais toujours autour dans la sphère de ces thèmes-là, c'est-à-dire l'histoire des religions, les systèmes de pensée, le droit des femmes. Par exemple, si je fais une biographie d'un personnage féminin biblique, je suis dans le droit des femmes en réalité. Ouais. Voilà. Donc, et pour moi, chacun, c'est un moteur pour faire de la recherche. Bon, et ensuite, de partager les résultats de ces recherches avec les lecteurs. Bon, et je le vois par les courriers que je reçois, par l'intérêt que certains livres par rapport à d'autres suscitent d'intérêt ou pas. En réalité, j'essaye pas de convaincre dans mes livres. Hein, j'essaye de donner des éléments de réflexion pour en fin de compte, que chacun retrouve son esprit critique et son opinion. Moi, je ne vends pas une opinion dans un livre. J'ai fait une biographie de Flavius Joseph, j'ai fait une biographie de Jésus, de Marie-Madeleine, etc., de Moïse, enfin bon, donc c'est large, mais ils ont une histoire. J'ai voulu apporter des nouveaux angles, parce que ce qu'il faut, c'est changer de posture. Quand on fait une recherche, le but n'est pas de refaire les recherches que d'autres ont faites, c'est de porter un regard différent sur une même situation. Tous ces sujets que j'aborde sont des sujets difficiles, c'est des sujets sensibles, et ce n'est pas du tout ma démarche de vraiment convaincre d'un côté ou de l'autre. Voilà. En plus, j'ai toujours un regard sur l'histoire des religions, par exemple, qui est un regard global. Là, je suis en train de préparer avec Dargaud une BD qui va s'appeler Sacrée Nature. Et c'est comment nos sociétés, nos cultes, nos rites se sont construits à travers notre regard que nous portons sur la nature. Donc le rapport au feu, le rapport aux arbres, le rapport au vent, le rapport à la pluie, etc. Donc vraiment, moi je vois les religions toujours comme un tout. Et le droit des femmes, on ne peut pas le voir que de Genève, en Suisse. Hein. Il faut le voir globalement.
Et voilà, donc je cherche pas à convaincre, mais je cherche vraiment, par contre, à donner des informations probantes, prouvées. Hein. D'accord. Bah, écoute, on va terminer sur ce message positif, du coup, et qui, j'espère, intéressera un grand nombre et donnera envie à nos dirigeants de te recevoir, parce que c'est un sujet qui, à mon avis, malheureusement, nous accompagnera encore un long moment, le droit des femmes, et c'est toujours bien de le traiter. Donc, merci, Merci Patrick, Romain. pour tout ça. Merci à vous et à très bientôt pour une À très prochaine bientôt. émission.